Salut les fans de jeux vidéo et de réalité virtuelle, c'est Laurent de VR4Player.fr. Vous avez vu le titre de cette vidéo? On s'attaque ici à un sujet plutôt chaud bouillant qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec la réalité virtuelle, mais qui a et aura un impact important sur le marché du jeu vidéo à l'avenir, et donc également sur la réalité virtuelle dans quelques années. Alors avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce haut, ça nous aide pour référencer notre vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On vous propose dans cette vidéo de décortiquer un peu en détail l'offre de Microsoft dont tout le monde parle en ce moment, le fameux Game Pass. C'est quoi le Game Pass? Comment Microsoft arrive-t-il à faire de l'argent avec ce système économique? Qu'apporte-t-il pour les développeurs, pour les éditeurs, pour les distributeurs? Que peut-il changer sur le marché du jeu vidéo? Quelle est sa véritable utilité? Qui est gagnant? Qui est perdant avec ce modèle économique? Quelle est la face cachée du Game Pass? Que vaut-il face au PlayStation Now de Sony? Le Game Pass est aujourd'hui sur toutes les lèvres, que l'on soit joueur classique ou VR, à tel point qu'il prend même le dessus sur la communication mettant les consoles Xbox au second plan. On vous propose aujourd'hui dans cette vidéo une petite investigation sur le sujet en mettant à plat le pour et le contre d'un tel système sur le moyen et le long terme. Et on ne va pas perdre plus de temps que ça, il y a des choses à dire, alors on commence de suite ce nouveau dossier vidéo. Avant de commencer, il faut déjà dresser le portrait du jeu vidéo avant. Celui qui a commencé en 1972 avec Pong jusqu'à aujourd'hui. On achetait nos jeux en boîte, les titres étaient sur des cartouches, des cartes ou des CD, Blu-ray, etc. Bref, des supports physiques. L'industrie du jeu vidéo utilisait jusqu'alors un modèle économique qui est le suivant. À chaque fois que vous achetiez un jeu vidéo, l'argent que vous dépensiez pour un jeu physique était redistribué à plusieurs acteurs du marché. 19,6% de ce prix revenait à l'État avec la TVA. 14% revenait au studio de développement qui était à l'origine du jeu. 18,4% allait dans la poche de l'éditeur, c'est lui qui assurait la publication et la diffusion des jeux vidéo, il prenait en charge le financement, la communication, la fabrication et la commercialisation de l'œuvre. 15% pour la fabrication et la marge constructeur de la boîte et son support, ce tarif est le coût de fabrication. 23% pour le détaillant ou le distributeur, c'est le réseau de distribution qui allait acheter les produits en masse et s'occuper de sa distribution dans des tas de boutiques dans différents pays. Et enfin, 10% pour le grossiste, ce sont les boutiques Micromania, la Fnac, les grandes surfaces et autres magasins spécialisés qui vous vendaient le jeu. Tout fonctionnait plutôt bien ici, le joueur ne se souciait pas de savoir où allait son argent, mais un nouveau modèle économique s'est peu à peu imposé. L'ère du dématérialisé a pointé le bout de son nez. Ce système économique commence à être révolutionné en 2003 avec le lancement de la plateforme Steam sur PC, Sony décidera de faire de même en 2006 avec le PlayStation Store, puis Epic Games avec l'Epic Game Store en 2018. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on ne va pas tous les énumérer ici. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? L'État récupère toujours sa TVA à 19,6%. Le jeu n'a plus de coût de fabrication. Les fabricants de boîtes et autres packaging ont un sérieux manque à gagner, plus de boulot pour eux. Les détaillants et les distributeurs n'ont plus de boulot non plus. Les boutiques comme Micromania, la Fnac et autres grossistes sont directement attaqués aussi. Ils font partie de ceux qui vont sauter. Ce que ces acteurs perdent va dans la poche des autres acteurs. La plateforme de téléchargement vient remplacer le boulot des distributeurs et grossistes et récupère 30% du prix du jeu. Le revenu des éditeurs qui payent pour les campagnes de pub et autres présences médiatiques voit son bénéfice passer de 18,4% à 26,4%. Enfin, le studio de développement, qui est quand même l'acteur le plus important, voit sa marge passer de 14% à 24%. Cette dématérialisation a d'autres avantages pour la plateforme de téléchargement, celle de tuer également le marché de l'occasion et de freiner celui du piratage. Voilà pourquoi un jeu peut être plus cher en version dématérialisée qu'en version boîte. Ce système tuant le marché de l'occasion entraîne une diminution de la compétition à cause de monopoles et la fin du marché de l'import. Les éditeurs répercutent leurs pertes sur le prix de vente du démat. Pour le joueur, le dématérialisé peut avoir des bons côtés. On pense au fait de ne pas avoir besoin de sortir pour acheter le jeu. On peut commencer à jouer de suite si une option est disponible avant la fin du téléchargement. Il est impossible de briser ou d'endommager ces jeux et ils ne prennent plus de place dans nos bibliothèques. Mais ce système ne fait pas le bonheur de tous les joueurs.
Nos jeux n'ont plus de valeur marchande, le marché de l'occasion est mort, plus rien ne vous appartient. Les amoureux de bien joli packaging sont déçus, les joueurs craignent à juste titre que ce système entrave leur liberté de disposer de leurs jeux comme ils le souhaitent, mais le plus grave c'est que certains joueurs boulimiques sont plus à risque de dépenser d'importantes sommes d'argent lorsque l'offre est aussi immédiate. L'objectif principal étant garder captif le joueur pour mieux le tondre. Le système du tout dématérialisé est dans tous les cas le modèle idéal pour un acteur, la plateforme de jeu, Sony, Nintendo ou Microsoft. Depuis 2013, Microsoft souhaite imposer ce modèle, mais il y est allé un peu trop en force, ce qui au final lui aura valu de perdre la bataille face à Sony. Souvenez-vous de l'E3 2013, nous sommes le 10 juin, la conférence Microsoft débute à 9h30. L'équipe de Don Mattrick et de Phil Spencer se lance. Microsoft annonce qu'un accès à Internet est requis pour jouer avec la Xbox One. Ainsi, passé un délai de 24 heures sans avoir été connecté, la console ne sera plus en mesure de lire et d'exécuter des jeux. Concernant les jeux d'occasion, les jeux pourront être revendus uniquement dans des boutiques partenaires. Pour ce qui est du partage, il ne sera possible de donner un jeu qu'une seule fois et à une seule personne que le joueur aura eu dans sa liste d'amis pendant une période d'au moins 30 jours. Encore plus fort, les studios de développement devront obligatoirement s'associer à des éditeurs agréés par Microsoft. La console est blindée de DRM. Et enfin, cerise sur le gâteau, en fin de conférence, Phil Spencer annonce le prix de la bête, 499 $ aux États-Unis, 499 € en Europe, mais finit par marmonner le prix pour le marché anglais. La salle est silencieuse, le public applaudit très discrètement par politesse, mais le malaise est clairement palpable. Now, I'm excited to announce that Xbox One will launch this November at $499 in European markets and £429 in the US and €499 at £29 in European markets and £429 in the UK. Le soir arrive et Sony propose sa PS4 sans aucune restriction au tarif de 399 $. C'est un chaos net et sans bavure. Microsoft est au tapis et ne se relèvera pas. That PlayStation 4 will be available at $399. La bataille des consoles de cette génération s'est jouée ici durant l'E3 2013. À peine la conférence terminée, une vidéo fait le buzz sur YouTube. On peut y voir Shuei Yoshida et Adam Boyce s'échangeant un jeu PS4, le coup de grâce et la mise à mort, échec et mat. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Peu après la conférence catastrophique de Microsoft, Don Mattrick enfonce encore un peu plus le clou. Il explique que si les joueurs n'ont pas d'accès à Internet, alors il faut mieux qu'ils restent sur Xbox 360. Gone the other way if we didn't do it, and fortunately we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Right. So stick with 360. That's your message. If you don't like it. If you have zero access to the internet, that is an offline device. I mean, seriously, when I read the blogs and thought about who's really the most impacted, there was a person who said, hey, I'm on a nuclear sub, and I don't even know what it means to be on a nuclear sub, but I've got to imagine that it's not easy to get an internet connection. On croit rêver. Sa tentative de justifier le prix de 100 $ plus élevé que la PlayStation 4 ressemble à un bel enfumage. Don Mattrick sera viré quelques semaines plus tard. Microsoft a beau essayer d'enclencher la machine arrière toute, le mal est fait, mais l'idée de proposer une machine sans marché de l'occasion avec un utilisateur ligoté par un service est déjà là. Phil Spencer ne pouvait pas faire passer la pilule de cette façon. Pour que ça marche, il faut avant toute chose séduire le consommateur et le brosser dans le sens du poil. Le Game Pass est en marche. En 2012, Sony Computer Entertainment annonce le rachat de Gaikai pour un montant de 380 millions $. Gaikai est ensuite renommé PlayStation Now, le système est lancé en 2014, il arrive en Europe en 2015. La différence avec le PlayStation Store est essentiellement de proposer un pack de jeux au prix d'un abonnement. Le joueur n'achète plus ici un jeu au choix, mais un pack complet sélectionné par Sony moyennant un abonnement mensuel de 9,99 €. Le service est disponible également sur PC.
Le Game Pass est exactement le même concept que le PlayStation Now, mais avec une différence importante. Certains jeux AAA très attendus sont disponibles le jour de leur sortie dans l'abonnement sur le Game Pass. Si vous arrêtez votre abonnement PlayStation Now ou votre abonnement Game Pass, vous ne pouvez plus jouer à vos jeux. Si vous souhaitez conserver un jeu, il vous faudra l'acheter dans le store. Le principe repose donc sur une bibliothèque qui reçoit de nouveaux jeux régulièrement. Le Game Pass est plus populaire que le PlayStation Now en raison que les studios first party de Xbox Game Studios proposent leurs titres le jour de leur sortie dans l'abonnement. Certaines remises sont accordées par les membres Game Pass et Microsoft commence à faire miroiter le futur en proposant un premier aperçu de xCloud au travers de cet abonnement. Avec une très bonne connexion, il est possible de jouer aux jeux du Game Pass sur sa console, sur un PC, mais aussi sur un téléphone portable ou une tablette. Le Game Pass propose pour sa version console pour le moment environ 380 titres, une sélection de jeux Xbox 360, 56 jeux, quelques jeux de la première Xbox et environ 50 jeux optimisés pour les consoles de nouvelle génération Xbox Series X et Xbox Series S. Le reste des jeux sont des jeux Xbox One. Toutes les consoles Xbox étant rétrocompatibles, vous avez donc accès à tous les jeux. Dans ces 380 titres figurent les collections de Bethesda et de Electronic Arts Play. On pourrait penser que le PlayStation Now est dépassé, mais pas sur la quantité en tout cas, car bien que la PS4 et la PS3 ne soient pas rétrocompatibles, l'abonnement PlayStation Now vous propose tout de même 426 jeux PS4 qui seront jouables également sur PS5. Sur le nombre de jeux, le PS Now est vainqueur. Il faut alors comparer les offres avec l'abonnement en ligne en plus. Le Game Pass associé à l'offre online Gold se nomme le Game Pass Ultimate. Cet abonnement est disponible au prix de 12,99€ par mois, soit un tarif annuel de 155,88€. Sony ne propose pas d'offre groupée, il faut donc additionner le tarif annuel du PlayStation Now à 59,99€ et celui du PlayStation Plus à 59,99€, soit un total sur l'année de 119,98€. Là encore, l'offre de Sony est moins chère. Vous l'aurez donc compris, le Game Pass proposerait un service en dessous de celui du PS Now s'il n'avait pas ses jeux first party Day One. C'est donc cette offre qui fait toute la différence entre les deux services. Pour pallier à ce point faible, Sony vient de proposer une offre supplémentaire uniquement accessible aux joueurs PS5. Une série de jeux first party compris en plus dans l'abonnement PS Plus sur PS5. On peut y retrouver des titres prestigieux comme Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn ou Uncharted 4. À cette collection viennent s'ajouter des titres récents d'éditeurs tiers comme Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV, Monster Hunter World, Mortal Kombat, Persona 5 ou Resident Evil 7 Biohazard. Le seul véritable atout évident du Game Pass reste, quoi que l'on dise, cette fameuse capacité à proposer des jeux first party Day One dans l'abonnement le jour de leur lancement. Voilà ce qui fait toute la différence. Il faut toutefois souligner que ce mode de vente en abonnement impacte directement les ventes bien réelles des jeux consoles. Les ventes de jeux se transforment en abonnés et ces abonnés n'achètent plus de jeux s'ils ont le Game Pass. Sur Xbox One par exemple, GTA V, qui est LE jeu le plus vendu de la machine sur toute sa durée de vie, ne s'est écoulé qu'à 7,41 millions d'exemplaires. Sur PS4, il s'est vendu à 19,81 millions d'exemplaires et Spider-Man s'est écoulé à 20 millions. Que se passerait-il si Sony intégrait ses licences phares Day One dans le PlayStation Now ? Un Spider-Man vendu à 20 millions, un Uncharted 4 vendu à 16,25 millions, un God of War écoulé à 12 millions, un The Last of Us Remaster à 12 millions, un Horizon à 10 millions. The Last of Us 2, le jeu le plus récompensé de l'histoire avec 300 distinctions, s'est vendu à 4 millions d'exemplaires en 3 jours. Il a donc pratiquement battu Minecraft, le 10e jeu le plus vendu sur Xbox One, sur toute son exploitation en seulement 3 jours. Dans ces conditions, comment Sony peut se permettre de proposer The Last of Us 2 ou Spider-Man Day One dans le PlayStation Now ? Les pertes seraient proportionnelles au nombre d'abonnés. Il est évident que l'offre Game Pass peut augmenter les ventes de Microsoft, mais que ce n'est pas forcément un très bon calcul pour Sony par contre. À quoi sert donc ce Game Pass et surtout son offre de jeux first party Day One ? C'est clairement ici une opération séduction de la part de Microsoft. La première Xbox s'est écoulée à 24,65 millions d'exemplaires. En face, la PS2 s'est vendue à 155 millions.
Le match a été bien plus serré entre la Xbox 360 écoulée à 85,80 millions et la PS3 vendue à 87,4 millions. Microsoft a su communiquer de façon agressive sur cette génération, mais a réussi aussi grâce aux erreurs de Sony qui a proposé la PS3 bien trop chère à son lancement et surtout bien trop difficile à développer. La génération suivante a été sans appel, la Xbox One s'est écoulée à 50,9 millions d'exemplaires face à la PS4 qui s'est vendue à 116 millions d'unités. Ce n'est donc pas faire du fanboyisme que de constater que les 7 consoles les plus vendues de tous les temps sont soit des consoles Nintendo, soit des consoles Sony. La Xbox 360 n'arrive qu'à la 8e place, la Xbox One à la 14e place et la Xbox première du nom à la 19e place. Microsoft s'est bien rendu compte qu'il allait être difficile de détrôner ses concurrents japonais. Le Game Pass tente donc le tout pour le tout en proposant une offre simplement impossible pour ses concurrents car ils perdraient de l'argent s'ils faisaient de même. Le Game Pass sera plus vite rentable en raison de la place moins avantageuse de Microsoft sur le marché du jeu vidéo. Le Game Pass est clairement une opération séduction, faisant passer les concurrents de Microsoft pour des radins et permettant de fidéliser, voire même d'enchaîner un maximum de joueurs à un abonnement. Il faut maintenant comprendre comment ce type d'abonnement est rentable pour Microsoft. Tous les joueurs ne sont pas des hardcore gamers qui achètent 60 jeux par an. D'après le CEL, il s'est vendu 27,5 millions de jeux vidéo physiques plus des maths en 2020. La France comportait 36,46 millions de joueurs en 2020, ce qui nous donne une moyenne de 0,75 jeux achetés par un joueur en une année en France. Oui, c'est complètement dingue à comprendre pour nous, joueurs passionnés. Ce joueur moyen va donc dépenser environ 70 € par an pour se payer un jeu vidéo. Un joueur Game Pass sera un joueur abonné qui dépensera quoi qu'il arrive 120 € par an dans son abonnement, mais il aura accès à des centaines de jeux. La question est alors celle-ci. Mais comment est-il possible d'être rentable avec un tel système ? Nous avons vu que les marges pour les développeurs, éditeurs et plateformes étaient beaucoup plus intéressantes en passant du jeu physique au jeu dématérialisé. La magie s'opère en supprimant des acteurs du marché et en récupérant leurs gains pour augmenter le profit des acteurs restants. Les abonnements comme le Game Pass vont encore plus loin. Il faut toujours payer la TVA de 20% à l'État, eux de toute façon ils sont jamais perdants, mais avec une plateforme comme le Game Pass, Microsoft peut alors tenir le rôle de l'éditeur. Du moins pour tous les petits studios indépendants qui n'ont pas forcément les moyens. Stephen Danton, développeur indépendant et créateur de Unto the End, avait clairement expliqué le fonctionnement du Game Pass pour son cas précis, car le système change au cas par cas en fonction des développeurs. De la manière la plus simple qui soit, et je parle pour nous plus particulièrement, je l'ignore pour les autres, Microsoft nous donne une somme d'argent à sa sortie. Je pense qu'elle est déterminée en anticipation par le potentiel de vente du jeu sur le store. Pour nous, il n'y a pas de royalties ou bonus calculés par rapport au nombre de joueurs effectifs. Pour nous, c'est une somme d'argent et nous leur remettons le jeu Day One. Nous avons un accord d'exclusivité pour une durée de 6 mois, donc nous ne pouvons pas le sortir sur Apple Arcade pendant cette période. Il peut être sur Steam ou chez Sony, mais pas sur un autre service de streaming. Si vous êtes développeur, c'est donc Microsoft qui va évaluer le prix de votre jeu et ce qu'il devrait en théorie vous faire gagner. Microsoft vous propose donc une somme et s'occupe du reste. On peut très facilement imaginer dans ce cas que face à de tout petits studios, Microsoft va peut-être avoir la tentation de sous-estimer volontairement le travail des développeurs. Ils vont se dire, à vue de nez, ce jeu va se vendre à tant d'exemplaires, à tel prix, donc je vous propose cette somme. Si le studio accepte, alors il faut espérer pour lui que l'estimation soit juste, car si le jeu fait un carton, ce petit studio n'est plus payé sur les ventes. Tout ira dans la poche de Microsoft. Sur un jeu dématérialisé classique, Microsoft récupère 30% du prix de vente. Grâce au Game Pass, la firme ne va plus fonctionner par nombre de joueurs, mais par nombre d'abonnés potentiels que le jeu peut rapporter. Admettons qu'un développeur propose un jeu. Microsoft estime que son jeu va se vendre à 500 000 exemplaires au prix de 30 €. Microsoft devrait donc payer 24% de 30 € multiplié par le nombre d'exemplaires estimés, soit 3,6 millions d'euros. Le développeur sera peut-être déçu si son jeu est joué par 15 millions de joueurs ou s'il se vend à 2 millions d'unités sur PlayStation. La valeur marchande du titre ne sera pas son nombre de joueurs pour Microsoft, mais bien sa capacité à attirer de nouveaux abonnés, car c'est eux qui rapportent de l'argent à tous les autres développeurs. Au final, c'est Microsoft qui aura le porte-monnaie et qui prendra les décisions pour tout le monde avec le Game Pass. Le système de vente dématérialisé classique éclate donc.
Microsoft encaisse la totalité des revenus, moins la TVA, et devient le seul acteur du marché et va négocier avec le développeur de la valeur de son jeu. Si le studio est plus important et a déjà fait ses preuves, la négociation sera plus compliquée. Mais si le Game Pass devient incontournable avec 100 ou 150 millions d'adhérents, tous les studios seront obligés de passer par la négociation de plus en plus difficile pour faire rentrer à tout prix leur jeu dans le Game Pass, quitte à se sous-vendre. Une chose est sûre, Microsoft ne sera jamais perdant dans l'équation, vu qu'il est grâce à ce système en situation de monopole total. L'autre point à souligner vient des revenus indirects. Microsoft ne s'en cache pas en changeant de modèle économique en Game as a Service. Les joueurs étant friands des grosses licences, ce sont ces grosses licences qui vont attirer les joueurs dans l'abonnement Game Pass. Une fois dans le Game Pass, ils vont naturellement tout tester, découvrant ainsi des jeux qu'ils n'auraient jamais achetés, ce qui fait exploser le nombre de joueurs potentiels pour les petits studios méconnus. Il est alors profitable de réaliser des microtransactions dans ces jeux pour rattraper ces éventuelles pertes si les négociations avec Microsoft ont été trop difficiles. On se rapproche doucement du modèle économique de Fortnite ici. Les petits développeurs sont clairement incités à ajouter des microtransactions dans tous leurs jeux. D'après Microsoft, le nombre de jeux joués augmente de 40% avec le Game Pass et les joueurs abonnés au service augmentent leur temps à jouer de 20% devant l'abondance de titres. Un joueur plus présent sur la durée et testant un tas de jeux sera plus exposé à des achats compulsifs. L'exemple donné par Microsoft est celui de Tomb Raider. Avec l'ajout de Shadow of the Tomb Raider, les 3 derniers opus sont accessibles via le Game Pass. Cela signifie un plus grand nombre de personnes pouvant tomber sous le charme de la licence et dépenser de l'argent dans les DLC qui sont encore en cours de production. Si le studio n'est pas connu, il ne saura pas à l'avance si son jeu va marcher ou non. Le Game Pass va lui permettre de recevoir un chèque couvrant ses frais, mais ne lui garantira rien de plus en cas de carton plein. Pour gagner plus, il devra insérer des microtransactions dans son jeu. Les très gros jeux seront accueillis les bras ouverts afin de récupérer de nouveaux abonnés. Voilà sans doute l'une des raisons du rachat de nombreux studios par Microsoft. Pouvoir alimenter le Game Pass de titres connus est important pour séduire toujours plus de monde. Microsoft a besoin de titres vitrines régulièrement pour relancer les abonnements. Avec 10 millions d'abonnés, le Game Pass rapportera à Microsoft au minimum 1,198 milliards de dollars par an. Avec 20 millions d'abonnés, ce sera 2,397 milliards annuels, etc., etc., etc. L'objectif sera ensuite de minimiser les ventes potentielles hors Game Pass devant les petits studios pour débourser le moins possible et ainsi augmenter ses profits. Ces studios auront cependant la possibilité de proposer leurs jeux sur d'autres plateformes, ce qui leur permettra de voir combien leur jeu peut rapporter sur PS5 par exemple. Si le jeu fait un carton plein, le studio pourra ainsi savoir si le Game Pass a été une bonne chose ou au contraire un mauvais calcul pour lui en comparant ses ventes réelles sur une plateforme Sony et ses revenus via le Game Pass. Les avantages pour le joueur. Pour le joueur, le Game Pass est un abonnement de 9,99€ par mois, soit 120 € par an. Ce tarif lui garantit un accès à un tas de nouveaux jeux pour le prix de 2 jeux. Elle est là l'opération séduction. Cette offre est très alléchante si le joueur achète plus de 2 jeux par an. Cerise sur le gâteau, tous les jeux first party de Xbox Game Studios seront disponibles Day One dans l'abonnement. Pour Microsoft, ce système économique est du pain béni complètement flexible. Si la firme perd de l'argent d'un côté, il faudra serrer les négociations de l'autre. Il existe une multitude de possibilités pour gagner de l'argent lorsqu'on est en position dominante dans un système de monopole total. Pourquoi ne pas taxer les microtransactions plus tard ? Le Game Pass garantit à Microsoft des revenus réguliers, les joueurs addicts ne partiront plus de peur de perdre tous leurs jeux, il sera alors possible d'augmenter le prix de l'abonnement. Ce système offre à Microsoft la place de juge absolu, il contrôle ainsi la totalité du marché de A à Z et va pouvoir imposer ce qu'il veut, que vous soyez d'accord ou non. Mais quels peuvent être les effets pervers de ce système pour le jeu vidéo ? Qui paye en réalité ? Vous allez payer 120 € par an pour jouer à plusieurs centaines de jeux. C'est formidable. Mais vous le savez, l'argent, ça ne se fabrique pas. Alors qui paye ? Certainement vous, d'un côté, en ajoutant les microtransactions ou ventes en tout genre qui vont se multiplier à terme. Les nouveaux studios qui auront mal évalué le succès de leur jeu, qui fera venir de nouveaux abonnés, mais rien de plus dans leur portefeuille. Leur gain sera fixé à l'avance et ne sera plus négociable. Les joueurs casuals, qui sont très nombreux et qui font tomber la moyenne française à 0,75 jeux achetés par an, c'est un bon moyen de les faire entrer plus dans le game et de les rendre plus addicts.
Les distributeurs comme Micromania ou la Fnac font eux aussi partie des entreprises qui payent indirectement pour vous offrir tous ces jeux dans le Game Pass, car leur part de marché diminue et vont directement dans la poche de Microsoft avec un tel système. Si ce système de vente devient incontournable, je parle là de 150 millions d'abonnés, alors les prochains sur la liste des court-circuités seront les éditeurs qui se verront remplacés par des services Microsoft. Pendant que Microsoft récupère de plus en plus d'abonnés et donc encaisse des milliards réguliers, les petits studios devront accepter un tarif fixé par Microsoft. Microsoft devient là clairement dans une situation de monopole total et va faire la pluie et le beau temps sur la création de jeux. Au final, qui paye ? Les bons jeux qui rapportent des abonnés vont payer pour les mauvais jeux qui recevront une somme même si le titre est mauvais. Les bons élèves vont travailler pour les mauvais élèves. La moyenne de 0,75 jeux achetés par an en France est élevée à 2 jeux achetés par an et ceux qui vont payer seront les joueurs abonnés qui n'achètent pas souvent des jeux, les casuals. Un risque rarement évoqué sera certainement la surconsommation de titres dans un délai de plus en plus court. On se souvient tous de la faille de Zelda qui avait permis l'installation des DS Linkers sur Nintendo DS. Il était alors possible d'installer des centaines de ROM de jeux sur sa DS. Au final, quel était le comportement des joueurs ? La plupart passaient peut-être plus de temps à rechercher de nouvelles ROM qu'à jouer. Mais globalement, la majorité des jeux étaient survolés et les joueurs changeaient de jeu pour un autre comme s'ils mangeaient des cacahuètes. La surabondance de jeux, si elle devient une norme, va pousser les consommateurs à changer de jeu très rapidement. Quand les développeurs se rendront compte qu'aucun joueur ne dépasse le 2e niveau, certains vont tout miser sur la première partie de leur jeu et bâcler la fin. C'est déjà un peu le cas. Les jeux épisodiques risquent de se multiplier avec ce système. Cette boulimie du jeu vidéo ou fast-food du jeu vidéo va inciter les studios à toujours produire plus vite et plus rentable pour alimenter le Game Pass qui sera alors un train lancé à très grande vitesse. Un jeu comme GTA V a coûté plus de 265 millions de dollars, 137 millions de développement et 128 millions de marketing. Rockstar et Take-Two ont les moyens de s'autofinancer et de distribuer leurs jeux. Si leur titre devait finir dans le Game Pass, quel serait le deal ? Certainement des royalties sur chaque utilisateur, mais le Game Pass n'ayant pour le moment que 15 millions d'abonnés, ces gros studios vont peut-être attendre que le Game Pass rassemble un peu plus de monde. Une chose est sûre, le deal coûtera cher à Microsoft. Si la négociation ne se fait pas, Rockstar n'ont pas besoin d'aide pour vendre leurs jeux. Cependant, si GTA 6 n'est pas dans le Game Pass, les joueurs devront acheter des jeux en plus de leur abonnement. Il va falloir bien calculer au final nos dépenses, car l'addition pourrait nous réserver des surprises et être bien plus salée que ce que Microsoft essaye de nous faire croire. Tous les jeux ne seront pas dans le Game Pass. Il va falloir s'attendre à des petits studios qui vont multiplier les titres épisodiques plutôt que les jeux complets pour rentabiliser leur travail. Il faudra également s'attendre à un plus grand nombre de jeux réseau avec un bon paquet d'achats intégrés. Car oui, à terme, le Game Pass ressemblera plus à un App Store mobile avec une multitude de titres de type gratuit avec un tas de lootbox et autres achats cachés. Les gros jeux solo scénarisés seront les titres les plus risqués à lancer sur le Game Pass et de ce fait seront de plus en plus rares à la longue. Les studios de développement vont s'adapter à l'offre Game Pass et prendre le moins de risques possible. Les studios vont donc intégrer un grand nombre de publicités en tout genre et d'achats intégrés pour arriver à rentabiliser leur création. Car les abonnés vont payer Microsoft et c'est Microsoft qui décidera de combien il donnera aux studios. La vente d'espaces publicitaires dans les jeux va devenir incontournable à l'avenir avec ce système. Cette surconsommation du jeu vidéo va doucement conduire à une masse de joueurs toujours en attente de renouveau de plus en plus rapidement. On parle déjà de crunch dans les studios, avec des développeurs qui travaillent des fois 70 à 80 heures par semaine pour finir un jeu. Avec des offres comme le Game Pass, les nouveaux studios ne vont plus travailler 6 ou 7 années pour créer un titre, avec les risques que ça comporte si le jeu ne marche pas, mais plutôt faire du online rapide, du jeu rentable. Les délais vont diminuer pour la livraison d'un titre et risquent d'augmenter les problèmes de crunch dans les studios de développement. Nous n'avons pas encore les chiffres, mais il est très probable que The Last of Us 2 devienne le jeu le plus vendu de la PS4 et dépasse les 20 millions d'unités écoulées. Vendu à 70 €, le titre pourrait bien rapporter 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires et donc environ 250 à 300 millions de dollars à son studio Naughty Dog. La licence est connue et se vendra. Mais que se passera-t-il pour une toute nouvelle licence, celle qui présente des risques ? On peut clairement imaginer que Microsoft ne va pas proposer à un studio 300 millions de dollars si facilement s'il y a un risque. Si c'est le cas, que se passera-t-il si le jeu fait un carton plein et est joué par 20 millions de joueurs ? Microsoft vont-ils débourser 1 ou 2 milliards de dollars dans ce cas ? Un joueur Game Pass en abonnement sera-t-il considéré par Microsoft comme un joueur qui a acheté le jeu ?
20 millions de joueurs Game Pass seront-ils considérés comme si le jeu avait été vendu à 20 millions d'exemplaires? Non, je ne pense pas. Si un jeu coûte 150 millions juste pour son développement, Microsoft sera-t-il OK pour payer les 250 à 300 millions de revenus au studio de développement si le titre est un réel succès mondial? L'éditeur du jeu pourra-t-il espérer récupérer ses 26,4%, soit 369 millions pour un jeu joué par 20 millions de joueurs? Les studios vont-ils mettre plus de 2000 personnes sur un projet pendant 5 ans si le système économique Game Pass devient une norme? Jusqu'à présent, un studio faisait les choses bien parce qu'un bon jeu rapporte de l'argent. La récompense était basée sur le nombre d'unités vendues. Mais comment le marché va-t-il évoluer s'il est plus facile de faire des petits jeux payés avant livraison avec le Game Pass et rentabilisés par des achats intégrés? Qui osera continuer à produire ce type de licence scénarisée avec le risque qu'elle comporte? Days Gone 2 n'a pas été reconduit en raison de mauvais chiffres de lancement. Si les joueurs avaient acheté le titre Day One, il serait devenu rentable. Avec le Game Pass, Days Gone aurait sans doute droit à une suite car il serait joué par un maximum de joueurs abonnés. Quand c'est gratuit, c'est plus facile. Ce qui fera qu'un jeu est un succès sera son nombre de joueurs ou le nombre de curieux qui se laisseront tenter. Les notes de la presse spécialisée ne changeront plus rien. À quoi vont servir les avis presse? Mais on le sait avec YouTube, un grand nombre de vues est-il un gage de qualité? Une vidéo de chat qui joue avec un concombre peut générer plusieurs millions de vues, alors que des montages complexes qui ont demandé de l'argent, du travail, de l'écriture et de nombreuses heures arrivent souvent péniblement à faire 10 000 vues. Comment peut-on juger alors du succès et de la qualité d'une œuvre uniquement en fonction de son nombre de vues? La presse spécialisée qui ne cesse d'encenser en ce moment le Game Pass va elle aussi se retrouver face à un problème. À quoi bon tester un jeu vidéo pour conseiller un joueur avant achat alors que ce joueur n'a qu'à télécharger le jeu vu qu'il est compris dans son abonnement? Vous voulez un avis sur tel ou tel jeu du Game Pass? Allez-vous attendre le test? Non, autant aller y jouer directement sans attendre, les streamers vont se multiplier sur Switch et YouTube, ce qui va diluer à la longue l'impact des gros streamers. Il ne peut en rester qu'un, au final, Microsoft. Microsoft fait le plein d'abonnés, pour cela il faut séduire. Avec le Game Pass, Microsoft veut depuis 2013 démolir tous les intermédiaires du marché du jeu vidéo. Les fabricants de boîtes et packaging sont hors course, les distributeurs et grossistes jeux vidéo aussi, les éditeurs seront triés sur le volet car les tout petits studios sans éditeur passeront directement par Microsoft. L'idée de 2013 des éditeurs agréés refait surface. Les studios de développement devront se plier au prix du marché imposé par Microsoft si le Game Pass devient incontournable et récupère 150 millions d'adhérents. Au final, Microsoft arrive à ce qu'il voulait faire en 2013, il avait été boudé et moqué pour cela en 2013 et il est applaudi aujourd'hui pour une offre identique. Imaginons un instant que le Game Pass devienne une norme au même titre que Netflix. Quel studio va alors se risquer à se fâcher avec la plateforme pour des raisons de bénéfices désavantageux? Les studios devront se plier aux exigences de Microsoft et fermer leur bouche pour ne pas risquer l'expulsion pure et simple de ce ténor du fast-food jeu vidéo. On peut imaginer des studios qui vont vouloir revenir sur un contrat devant un succès impressionnant sur la plateforme. Ils vont peut-être se dire qu'ils ont reçu une somme d'argent alors qu'ils auraient pu gagner 10 fois plus s'ils n'étaient pas passés par le Game Pass. Mais ils n'auront plus le droit de dire quoi que ce soit. Il est toujours très malsain de confier le plein pouvoir à une seule entité. Tôt ou tard, elle abusera de sa position dominante. Ce qui est sain, c'est la concurrence et un marché équilibré. Enfin, Microsoft a déboursé 7 milliards de dollars pour se payer ZeniMax et Bethesda Softworks. Il va donc falloir récupérer ces 7 milliards par tous les moyens. Il faut également souligner que ces studios doivent également continuer à faire un très bon chiffre d'affaires pour ne pas se voir fermés ou en diminution d'effectifs dans les années à venir. Je vous rappelle que ZeniMax Bethesda Softworks faisait un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros en 2014. Comment ce studio va-t-il pouvoir continuer à faire de tels bénéfices si ces jeux sont en exclusivité sur les consoles Xbox et ne sont plus proposés sur les autres consoles? Les jeux Bethesda ont la capacité d'apporter des abonnés dans le Game Pass, c'est indéniable. Mais si Microsoft vient piocher dans les revenus du Game Pass les 7 milliards d'investissements pour l'achat de ces studios, comment la firme américaine va-t-elle estimer les revenus des autres jeux? Microsoft a dépensé sans compter et il arrivera un moment où il faudra inexorablement un retour sur investissement. À ce moment-là, l'opération séduction sera terminée et la face cachée du Game Pass fera surface. Et les boutiques de jeux vidéo dans tout ça? Microsoft savait bien qu'ils allaient se retrouver face à un problème avec le Game Pass. Comment vendre un produit
qui a comme finalité de tuer les distributeurs et les grossistes comme Micromania, la Fnac ou d'autres commerces. Et Microsoft ont pensé à tout. La maison mère de Micromania, GameStop, chaîne de magasins de jeux vidéo bien connue en Amérique du Nord, a annoncé dans la soirée du jeudi 8 octobre 2020 la signature d'un partenariat stratégique avec Microsoft. Les magasins de la firme seront équipés de tout un arsenal électronique signé Microsoft et proposeront l'offre Xbox All Access qui permet de payer sa console Xbox avec le Game Pass sur 2 ans à crédit. Ces boutiques récupéreront un pourcentage intéressant sur les ventes d'abonnements Game Pass. Et en croire rêver là. Microsoft donne de l'argent aux boutiques physiques pour inciter ses commerciaux à vendre de l'abonnement à ses clients qui n'achèteront plus à terme aucun jeu dans ces mêmes boutiques. En gros, Micromania Inc. est payé par Microsoft pour vendre des produits qui vont détruire la chaîne de magasins. Quand vous aurez votre abonnement, tout le reste se passera en ligne. Bonjour Microsoft et bye bye Micromania. Les joueurs ne voient que leur portefeuille sans se douter une seconde du virage que peut prendre un monopole sur ce marché. Mais on connaît très bien ce système d'abonnement. Adobe, la célèbre firme américaine qui distribue la suite de logiciels Creative Suite ou Creative Cloud aujourd'hui, a elle aussi opté pour une offre d'abonnement en 2012 et on sait comment ça a évolué. Il fut une époque où les professionnels de l'image achetaient leur logiciel Adobe pour avoir une licence. Puis est arrivée la Creative Cloud avec abonnement. Un petit professionnel ne peut plus se payer une licence et la garder pendant des années aujourd'hui. Non, il doit passer obligatoirement dans le cloud. Pour conserver l'accès au logiciel ainsi que la capacité à ouvrir leurs travaux enregistrés dans des formats de fichiers propriétaires, les utilisateurs doivent s'acquitter d'un abonnement mensuel. Si vous ne payez pas l'abonnement, vous n'avez plus de logiciel pour travailler et vous ne pouvez plus non plus ouvrir vos fichiers. En 2012, la suite de logiciels Creative Suite 6 Master Collection coûtait 2 999 €. Mais il était possible d'opter pour sa version dématérialisée en abonnement avec connexion internet obligatoire pour 49,99 € par mois. Le Creative Cloud était donc un pack avec tous les logiciels. Mais comment cela allait fonctionner pour un photographe qui n'avait besoin que de Photoshop ? Un logiciel vendu à 799 € à l'époque, eh bien, il n'avait pas le choix. Ça sera 49,99 € aussi pour lui, car Adobe ne proposait pas de version cloud de Photoshop. En une année, le cloud allait donc coûter aux professionnels 600 €, en 2 ans 1200 € de dépenses alors qu'ils ne voulaient à la base que Photoshop à 799 €. Les choses ont changé aujourd'hui car Adobe propose des forfaits adaptés pour Photoshop et Lightroom à 11,99 € par mois. On constate cependant que le forfait Creative Cloud mensuel a pris 10 € d'augmentation mensuelle en 10 ans. Il est aujourd'hui à 59,99 € par mois. Si vous étiez un professionnel qui travaillait avec une suite à 2 999 € en 2012 pendant 5 ans, ces mêmes logiciels vous coûteront 3 599 € aujourd'hui grâce à un bel abonnement. Si vous n'êtes pas content, vous n'utilisez plus nos logiciels et vous ne pourrez plus ouvrir vos fichiers non plus. Merci, au revoir. Les logiciels évoluant constamment, il vous faudra bien sûr prendre en compte de changer votre matériel informatique constamment car certains ne marcheront plus avec des machines trop vieilles. Et oui, que c'est beau le dématérialiser. En fait, souscrire au Creative Cloud à vie n'est rentable que pour ceux qui ont besoin de la totalité des outils. En 2016, l'ingénieur Patrick Moll avait réalisé plusieurs graphiques afin de comparer les coûts selon l'abonnement au Creative Cloud et l'achat des différentes licences. Son analyse finale était la suivante. Ce que montrent en premier lieu ces graphiques, c'est qu'Adobe a calibré son offre sur les besoins des grands comptes qui sont les seuls non perdants financièrement. Tous ceux qui n'ont pas besoin de la totalité des outils du Creative Cloud sont perdants et le sont d'autant plus que leurs besoins ou leurs moyens sont limités. Une fois que le Game Pass aura terminé son opération séduction et qu'il sera très largement installé, il sera évident que Microsoft proposera quelques ajustements tarifaires et vous les joueurs, vous n'aurez plus rien à dire, sinon vous perdrez tous vos jeux et on sait tous comment ces offres évoluent par la suite. Phil Spencer ne s'en cache pas, il aimerait imposer son Game Pass sur toutes les plateformes, sur Nintendo Switch, sur PlayStation, sur PC, téléphone et tablette. Plus il y aura d'abonnés et plus les milliards de dollars vont tomber. Pour imposer son Game Pass sur PlayStation 5, Spencer doit essayer de négocier un partenariat, mais on se doute déjà qu'il ne sera pas facile de faire plier Sony et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Mais le cloud va très bientôt pointer le bout de son nez et il sera bientôt possible d'accéder à xCloud et donc à une version du Game Pass en cloud via un simple navigateur internet.
Voilà sans doute la raison pour laquelle la PS5 n'a plus aujourd'hui de navigateur internet. Sony ne souhaite clairement pas laisser entrer le loup dans la bergerie. Et nous voilà donc en face de l'évolution ultime du Game Pass, le xCloud. Car oui, le Game Pass n'est qu'une petite transition dans la stratégie de Microsoft. Stadia et Luna se sont déjà bien cassés les dents avec le cloud. Non pas que ce sont des produits de mauvaise qualité, ils fonctionnent aussi bien que xCloud, mais le constat est clair. Les débits internet ne sont pas encore suffisants pour profiter pleinement de ces services. Même avec une connexion de 950 Mbps descendant et 450 Mbps montant, au bout de quelques jours, beaucoup de joueurs se sont aperçus que le service ne marchait pas si bien que ça. La raison est que le cloud gaming est tellement gourmand en bande passante qu'ils se font automatiquement brider par les fournisseurs d'accès qui prépareront très bientôt des nouveaux abonnements cloud gaming. Et oui, les joueurs vont encore passer à la caisse. Viens cracher ton pognon, petit mouton. Devant ce constat, la transition se doit d'être plus douce et Microsoft l'a très bien compris. Le Game Pass n'est que la phase 2, celle qui va permettre la transition douce entre la console de salon, la Series X, et le service xCloud quand il sera parfaitement opérationnel. Il arrivera un moment où le Game Pass disparaîtra pour se transformer en service de cloud gaming. À ce moment précis, Microsoft contrôlera à la fois les développeurs, les éditeurs, les distributeurs, les serveurs, il aura tué tous les concurrents potentiels et absolument tous les revenus iront dans sa poche. Quand xCloud dominera le marché, le service intégrera également des offres de systèmes d'exploitation Windows pouvant tourner sur n'importe quel appareil disposant d'un écran. À ce moment-là, ce sera la fin des ordinateurs ou des consoles. Lenovo, HP, Samsung, Dell, AMD, Nvidia, Acer, Asus et bien d'autres marques seront court-circuitées. Et il est assez drôle d'imaginer que Adobe devra également proposer ses services sur xCloud et donc payer une taxe à Microsoft. Les prix vont encore monter. Les joueurs se foutent complètement de savoir où va leur argent. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est payer 10 € et avoir tous les derniers jeux à la mode qui cartonnent. Voilà ce qui fait que le Game Pass a autant le vent en poupe. Ces mêmes joueurs devraient pourtant se demander ce que ce type de changement va engendrer à plus long terme sur tout un marché. Quelles en sont les évolutions possibles ? N'y aura-t-il pas des jeux qui ne viendront pas Day One dans le Game Pass, histoire de vous pomper un peu plus ? Le joueur dira que si le service Game Pass n'est pas correct, il se désabonnera. Mais si un joueur se désabonne, il en restera toujours 150 millions à côté qui eux seront satisfaits. Il ne pourra absolument rien faire face à la masse. La tendance est de dire qu'en bon joueur de jeux vidéo, il faut aimer tous les acteurs, toutes les marques et toutes les consoles. Du coup, plus personne n'ose mettre le doigt où ça fait mal pour mettre en évidence les dérives possibles et surtout très probables. Nous sommes en face d'un monopole en formation. Une sorte de tentative de dictature économique. Nous ne sommes pas là pour vous dire que le Game Pass est formidable, que le monde est magique, plein d'amour et de bons sentiments dégoulinants. Si on vous parle de tout ça, c'est parce qu'on a des inquiétudes sur le long terme et qu'il faut se poser ces questions car elles sont importantes. En 2013, Microsoft et sa Xbox One se sont fait bouder parce qu'ils proposaient une machine avec un accès à Internet obligatoire pour jouer, la suppression des jeux d'occasion ou l'obligation pour les studios de développement de s'associer à des éditeurs agréés par Microsoft. Le Game Pass propose exactement la même chose, mais rajoute encore quelques contraintes en vous liant à vie à un abonnement si vous voulez conserver vos jeux. Aucune garantie d'une stabilité du coût de l'abonnement, de toute façon, vous ne pourrez plus rien dire. Pour finir, ce système pourrait bien à terme transformer les productions en jeux épisodiques avec de nombreux achats intégrés et des espaces publicitaires intégrés et enfin de nombreux titres online alimentaires qui ne coûtent pas grand-chose en développement. Un studio de développement de talent va travailler dur pour faire un excellent jeu. Ce jeu va rapporter de nouveaux abonnés au Game Pass. Ces abonnés vont payer un abonnement à Microsoft et c'est Microsoft qui aura le choix du monarque à juger combien il doit donner à ce studio. C'est lui qui fixera le prix et la valeur estimée d'un titre. Pour augmenter ses revenus, ce sera très bientôt les éditeurs qui seront dans le collimateur de Microsoft. J'espère que Stadia et Luna seront là pour venir équilibrer la balance et que Sony continuera d'innover et de nous proposer des titres de qualité. Je tiens à repréciser encore une fois une chose importante, le Game Pass a le droit d'exister. Ce qui est dangereux, c'est une position dominante de monopole avec un seul acteur qui contrôle l'ensemble du marché et Microsoft se positionne dangereusement dans le sens d'un monopole total. Si vous, joueurs, vous pouvez être séduits par cette offre alléchante, cette pomme bien juteuse, c'est parce que d'autres acteurs incontournables du marché du jeu vidéo sont en réalité court-circuités par ce système.
Les studios perdront ainsi toute possibilité d'indépendance à terme. Quelle est la différence entre un PlayStation Now et un Game Pass ici ? Le PlayStation Now ne court-circuite pas les autres produits Sony vu qu'il n'est pas mis en avant de la même façon. Son catalogue ne propose pas les dernières grosses licences first party. Le PlayStation Now est bel et bien un service du même type que le Game Pass, mais ce service n'est pas pour le moment le produit phare de la marque PlayStation, contrairement au Game Pass qui semble aujourd'hui plus important pour Phil Spencer que ses propres consoles de salon Xbox Series X et Series S. Le Game Pass étant accessible sur PC, alors à quoi sert une console Xbox Series X aujourd'hui si vous avez déjà un PC ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout ça, peut-être que cette vidéo aura plus de sens dans quelques années. J'ai adoré The Last of Us 2, God of War, Horizon, Spider-Man, Ratchet & Clank. J'espère que les studios à la base de ces créations continueront de proposer des titres de cette qualité sans être pollués par un marché de la surabondance de jeux en tout genre. Si nous avons choisi un jour d'être sur console, c'est peut-être parce que ce système plus fermé est différent du PC. Microsoft semble vouloir imposer sa vision du PC sur console avec le Game Pass. Personnellement, j'ai détesté ce que la firme a essayé de faire en 2013. Je ne vois pas pourquoi maintenant je devrais changer d'avis alors que la proposition faite est juste similaire mais un peu mieux emballée, plus joliment présentée. Et il faudra bien plus qu'une carotte empoisonnée pour venir me dénicher Monsieur Spencer. Une offre aussi alléchante se payera un jour. Microsoft ne vont pas investir éternellement. Il arrivera un jour où la firme devra récupérer toutes ses dépenses avec de gros bénéfices. Les joueurs s'apercevront alors que cette offre séduction a en réalité bien transformé le marché complet du jeu vidéo et la façon de concevoir un jeu vidéo. On verra bien comment le vent tourne, histoire à suivre. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous lâchant un pouce vers le haut, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti par notification dès qu'on postera une nouvelle vidéo. On vous rappelle que vous pouvez nous soutenir activement en nous laissant un petit pourboire sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo et dans la description. Toute l'équipe de VR4Player vous souhaite d'excellentes vacances d'été 2021 et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez encore soin de vous, ciao ciao.